Bonjour à tous, merci de nous rejoindre au Parlement européen à Bruxelles. Pays européen cherche gouvernement désespérément. C'en est bien fini du bipartisme avec alternance traditionnelle de deux grands partis. Des petits nouveaux s'installent désormais dans le paysage politique et le morcelle du coup, parti par exemple de citoyens, d'extrême gauche, eurosceptiques ou encore populistes à la droite de la droite, confrontés à des crises économiques, migratoires et morales, les pays européens font également et logiquement de plus en plus face à des crises politiques. Alors, dernier soubresaut en date après des élections générales en Espagne, au Portugal ou en Irlande, en Slovaquie ou encore en Croatie. Aucune majorité claire ne s'était dessinée, voilà qui oblige bon nombre de premiers ministres désignés à former des coalitions de plus en plus larges, improbables, voire fragiles. Et nous allons en débattre aujourd'hui avec nos invités. Alors, nous sommes en votre compagnie, Jana Zitnanska, députée européenne des conservateurs et réformistes européens. En Slovaquie, ça correspond au parti Nova, qui n'entre pas au gouvernement, un gouvernement qui a été difficile à former pour le Premier ministre socialiste, M. Fico. Vous êtes aujourd'hui en compagnie de Maria João Rodrigues. Là encore, un gouvernement, on va en parler, qui a pris un petit peu par surprise les électeurs. On va regarder pourquoi. Vous êtes aussi avec nous, on parlait de l'Espagne bien sûr. L'Espagne est un cas d'école, puisque là encore, on se demande s'il y aura ou non alternance ou de nouvelles élections. En crise politique véritable, en tout cas, Inés Ayala Sanders, députée européenne des socialistes et démocrates qui est avec nous. Jean Quatremer, bonjour, correspondant à Bruxelles du journal Libération. Comment vous interprétez les uns et les autres cette fragilité politique des gouvernements qu'on constate ces derniers mois, en plus véritablement une montée en puissance? Pour ce qui est de ma part, en Slovaquie, je pense que c'est le problème de la corruption qui peut être le cas de l'augmentation de la croissance des partis qui sont un petit peu à l'extrême droite. C'est que pour l'instant, aucun des hommes politiques haut placés, responsables et liés à des scandales n'a été mis en prison ou jugé, si on veut dire. C'est-à-dire, les gens, ils ont vraiment l'impression qu'il y a une espèce de couche, ou un groupe intouchable d'hommes politiques. Et du coup, avec le niveau de vie qui baisse pour certains, ils sont vraiment désespérés et ne voient pas de justice. Ils voient seulement des hommes politiques qui se disputent entre eux et ne prennent pas conscience des problèmes que les gens ordinaires ont dans leur vie. C'est ce qu'on trouve à peu près partout dans les pays d'Europe de l'Est. Il y a des vrais problèmes de corruption, une classe politique qui provient en règle générale du communisme, qui s'était bien accommodée du communisme. On le voit en Roumanie, on le voit en Bulgarie, et ça explique en grande partie l'instabilité. Je dirais que l'instabilité à l'Est, et puis le fait que le bipartisme, je dirais à l'anglo-saxonne, ne fonctionne pas dans les pays d'Europe de l'Est, c'est vraiment très lié à l'histoire communiste de ces pays. Alors, l'occupation communiste chez nous, c'est différent. C'est plutôt une conséquence de la crise économique que nous avons traversée. Voilà, c'est ça. Alors, les pays du Sud, en effet, ont une situation particulière. C'est un des effets de cette crise économique, le morcellement politique et la parole donnée à de nouveaux partis. Et on le disait, au Portugal en particulier, difficulté à former ce gouvernement à tel point qu'on a basculé de l'autre côté. Ce n'est pas celui qui a remporté l'élection qui est aujourd'hui Premier ministre. Oui, ça paraît en certain mystère, mais en fait c'est assez simple de comprendre, puisque le gouvernement précédent qui a conduit un programme très dur d'austérité sous le contrôle de sa soi-disant troïka a perdu la majorité de soutien de la population portugaise. Et donc il a fallu chercher dans le cadre du Parlement une autre solution qui a été conduite par le Parti socialiste. Et Antonio Costa, qu'on voit derrière vous. Voilà, et qu'on a pu seulement trouver cette majorité en faisant une alliance à la gauche, disons. Et donc ça c'est... Mais le fait, c'est que le gouvernement précédent, des partis de droite, avait perdu la majorité. Je rappelle quand même qu'au Luxembourg, c'est passé exactement la même chose qu'au Portugal. On l'oublie trop souvent. Jean-Claude Juncker avait gagné les élections, mais c'est la coalition de tous les anti-Juncker, et parfois d'une coalition donc, contre nature, puisque vous trouvez des socialistes qui gouvernent avec des libéraux, qui ont pris le pouvoir et qui ont chassé Jean-Claude Juncker, qui se retrouve maintenant président de la Commission.
Il y a pire. Et en Espagne, en effet, voilà, scénario un peu similaire. Un peu similaire, où il y avait aussi le Parti populaire qui a gagné. De Mariano Rajoy. De Mariano Rajoy, oui. Il se trouve maintenant dans une situation où toutes les affaires devant les tribunaux, d'affaires de corruption, y inclut le parti, a fait aussi que pendant la situation de crise où le gouvernement, justement, du PP avait été à l'avancée de tous les économies et de tous les coupes budgétaires, a fait justement émerger des nouveaux partis, tant à gauche Podemos, qu'à droite, bien sûr, qui est le parti frère, voilà. en effet, Oui, du parti de gauche radicale grec. Alors, on va donner pour nos téléspectateurs un exemple très concret de cette difficulté à former des gouvernements. Les législatives en Slovaquie ont produit le 5 mars dernier un parlement très fragmenté. Le Premier ministre sortant, Robert Fico, est bien vainqueur avec 28% des voix, mais est ressorti finalement à la peine pour ce qui était de former une coalition et pour continuer à gouverner. On regarde tout de suite pourquoi. 5 mars dernier, le Premier ministre socialiste Robert Fico remporte les législatives slovaques, mais perd sa majorité. Il doit gouverner avec une large coalition qui va jusqu'à l'extrême droite. Nous nous attendions à un meilleur résultat. Environ 4 à 5% de plus. Malgré cela, je veux dire que nous avons gagné les élections législatives pour la 4e fois de suite. Et cela nous donne un devoir en tant que parti leader, former un gouvernement stable. Le Premier ministre slovaque pourra gouverner une 3e fois, certes, mais ce sera avec un pistolet nationaliste posé sur la tempe, à la faveur d'une alliance avec le très xénophobe Parti national slovaque. Entre aussi dans la coalition le parti centriste Most Id de la minorité hongroise ainsi que le modéré Siet. S'ils ne partagent pas la rhétorique anti-migrant du Premier ministre Robert Fico, ils sont tous d'accord pour s'opposer aux quotas de réfugiés que Bruxelles voudrait imposer à chaque pays européen. Les quotas ne sont pas une bonne solution. Siet est contre les quotas. C'est très important que l'Union européenne reste unie, car ce n'est qu'ensemble que nous pourrons absorber cette pression migratoire. Fico III semble percher sur un siège éjectable, car sa majorité restera très fragile en raison de ses contradictions, alors que la Slovaquie doit prendre en juillet la présidence tournante de l'Union européenne. Alors, on l'a vu, Madame Zitnanska, votre parti, Nova, ne sera pas membre de la coalition, mais surtout, on a vu ce Robert Fico, qui était donc issu des sociaux-démocrates, qui a eu une rhétorique très anti-migrant, qui a donc jeté toutes ses forces dans la bataille, y compris sur des thèmes porteurs, et qui pourtant ne remporte pas de majorité. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Vous dites, c'est le problème de la corruption, c'est aussi le problème du morcellement du paysage politique entre plein de nouveaux partis. Je pense que le fait qu'il y ait plusieurs nouveaux partis, c'est non seulement lié à la corruption, mais aussi au fait qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent un régime autoritaire, si on peut l'appeler. Peut-être pas des solutions autoritaires, mais au moins des leaders qui sont très simples, qui sont plutôt populistes. Et surtout, ce que je pense que la plupart des électeurs en Slovaquie qu'ils détestent, c'est vraiment de voir que devant les caméras, les hommes politiques se disputent. Et dès que la porte se ferme, ils sont les meilleurs amis. Donc, ils ont l'impression que c'est un spectacle qui est joué. Et donc, le gouvernement qui est en train de se créer, qui devrait être donc composé de partis de gauche et de droite, seulement, si on peut dire, leur dit qu'ils ont raison, parce que ce sont des partis qui, avant les élections, disaient « jamais on ira ensemble ». Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème de système électoral? C'est ce qu'on dit souvent dans le cas de l'Espagne et de l'Irlande, que ce système, finalement, proportionnel, en vigueur, a tendance à produire des difficultés. Est-ce que vous trouvez que c'est tellement ça qui est en cause aujourd'hui? Notre système a des problèmes, normalement des représentations des grandes villes et des petites villes ou des régions, mais pas à ce point-là, puisqu'on avait été historiquement, on va dire, l'alternance entre deux grands partis, ayant comme arbitre un peu les partis nationalistes, plutôt droite,
Et maintenant, bon, avec le même système électoral, on a 4 partis, ça veut dire on a diversifié clairement, parce que les électeurs, ils ont décidé avec la même loi électorale. En France, on a tendance à penser que finalement, il faut toujours un système majoritaire et que c'est ça qui garantit la stabilité politique. Mais non, c'est parce que, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que regardez en Irlande, regardez en Allemagne, regardez en Espagne, regardez en Grèce, par exemple, vous avez des systèmes qui sont proportionnels et simplement, qui ont produit 2 grandes forces politiques classiquement. En Allemagne, c'était le premier pays qui a montré d'ailleurs des signes de l'affaiblissement de ce bipartisme traditionnel, avec l'émergence des Verts, maintenant l'émergence de la AfD. Alternative für Deutschland à l'extrême droite. Voilà, enfin, droite radicale, extrême droite, on ne sait pas trop où il se situe. Oui, aujourd'hui, entre la droite dure et l'extrême droite, on ne sait plus très bien où sont les jambes. Enfin, bon. En tous les cas, ce n'est pas ça qui produit cet émiettement. Je crois qu'il y a aussi les électeurs, les citoyens globalement, sont déçus des partis politiques parce qu'ils nous ont menés à la faillite. La réalité, elle est là. C'est que l'Europe du Sud a connu la faillite, plus l'Irlande, mais globalement, nos pays européens ne vont pas bien. Globalement, qu'est-ce que montrent nos élites? C'est qu'elles n'ont pas été capables d'anticiper la crise des migrants dans laquelle nous sommes en train de sombrer. L'Europe est en train de sombrer aujourd'hui, avec des gens qui, pendant 5 ans, ont pensé que les Syriens allaient rester en Syrie, voire éventuellement en Turquie, mais que personne ne viendrait chez nous. Les gens sont lassés de ces classes politiques. Donc ils cherchent quoi? Ils cherchent des alternatives. Alors elles peuvent être radicales, comme en France, avec le Front National, donc un parti fasciste qui a 30% des voix, mais qui peuvent aussi être plus sympathiques. Par exemple, vous êtes dans les Landes allemands, dans les Länder allemands, vous avez les Verts qui sont à 30-32%. Et donc, ils cherchent, ils tâtonnent. Mais voilà, c'est pourquoi je pense qu'on ne peut pas dire que le problème, en fait, est beaucoup plus profond. Ce n'est pas seulement un problème de système électoral. C'est vrai que le proportionnel, il est plus ouvert au changement de tendance de l'électorat, mais le problème, j'attire votre attention, c'est la première fois que cette instabilité politique tient à une autre cause, qui est la plupart des questions qui divisent l'électorat sont des questions par rapport à l'Europe, par rapport au type d'Europe qu'on a maintenant. Donc ça, c'est vraiment nouveau. La ligne de clivage principale, maintenant, c'est pour ou contre l'Europe plus ou moins intégrée, crise économique, chômage, crise de la zone euro, la façon de répondre à la crise des réfugiés, les questions des traités commerciaux, des conditions qu'on attache aux traités. Donc, et à mon avis, ça c'est la cause profonde de cette instabilisation des systèmes politiques et aussi le manque de vraies solutions européennes. Parce que moi, je pars du principe que si on parvient à mettre sur la table de vraies solutions pro-européennes, qui manquent toujours, alors il y aura recrédibilisation des partis plus traditionnels. Vous avez souligné, des partis capables de les faire. Vous avez souligné à l'est de l'Europe, très important, en effet, la volonté d'un homme providentiel, de leader fort, et on le constate d'ailleurs dans des pays, évidemment, comme la Hongrie, Viktor Orban, la Pologne maintenant, avec cette nouvelle politique très conservatrice dans ces 2 cas. Et on voit bien qu'il y a cette dérive un peu autocratique qui se manifeste dans l'Est de l'Europe avec une sorte de confiscation des élections. Ce n'est pas tellement mieux qu'un émiettement? Disons que même si vous vous souvenez de la campagne électorale du Premier ministre, ces billboards, c'était « Nous allons vous protéger ». De Robert Fico, vous parlez du Slovaque. Voilà, je parle de la Slovaquie. Qui pourtant est socialiste, lui, qui dans est l'autre socialiste, mais donc qui a fait toute sa campagne électorale sur la question des migrants, des demandeurs d'asile, qui s'est montré avec une clôture, nous allons vous protéger. Et en fait, c'est vraiment avec cette émotion-là que je pense qu'il a aidé l'extrême droite, le parti de M. Kotleba, à être membre du Parlement slovaque. Parce que les gens ont l'impression que d'un côté, qu'ils ont très peur de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Les partis traditionnels génèrent d'autres partis encore plus à droite qu'eux. Voilà. En Allemagne, exactement. Et du coup, je pense que maintenant, la radicalisation, c'est vraiment une responsabilité aussi du Premier ministre socialiste. Et là, je peux dire qu'en France, il se passe exactement la même chose qu'en Slovaquie. Nous avons un leader socialiste, donc François Hollande, qui est en train petit à petit de dériver vers la droite, voire l'extrême droite. Je pense aux mesures qu'il propose au lendemain des attentats du 13 novembre, d'échéance de nationalité, l'état d'urgence, l'introduction des principales mesures de l'état d'urgence dans le droit commun, etc. Honnêtement, si en Pologne, ils avaient décidé la même chose, les bons Européens d'Europe de l'Ouest auraient dit « Ouais, c'est une dictature qui se met en place en Pologne », mais parce que c'est les Polonais. Mais chez nous, en revanche, non, on est en train de faire exactement la même chose. Et vous allez voir que c'est en train de faire ce qui s'est passé en Slovaquie, c'est-à-dire qu'en 2017, ça fait le jeu de Marine Le Pen. Je veux dire qu'aujourd'hui, alors, réponse à votre voisine n'est pas d'accord.
d'accord. Moi, je voudrais... Vous non plus, vous à êtes mon pas avis, il faut comprendre que les citoyens sont préoccupés avec des questions de sécurité. En France, quand même, on a eu des attaques terribles en termes de terrorisme. Donc, il ne faut pas nier l'importance de ça. Mais par contre, ce qu'il faut bâtir, ce sont de vraies solutions européennes. Ça veut dire vraie action extérieure sur Daesh, vraie action extérieure sur la source de la guerre en Syrie, vraie action extérieure pour gérer les frontières européennes et répondre aux besoins d'asile en termes européens. Et c'est pas ce qu'a fait François Hollande, justement. Un dernier mot à Madame Ayala Sanders. Une discussion très importante, une réunion assez significative à l'Élysée le dernier samedi, où pour la première fois, vous avez l'ensemble de leaders social-démocrates qui se sont mis d'accord pour dire qu'il faut de vraies solutions européennes pour répondre à la crise des réfugiés, la guerre en Syrie, et le besoin de répondre à la crise de la zone euro avec une vraie réforme de l'Union économique et monétaire. Donc, ce sont des solutions européennes. Oui. Moi, je dirais aussi, pour renforcer, c'est qu'on est piégé d'une certaine façon dans des décideurs à niveau national ou même à niveau régional et plus petit ou local, tandis que les problèmes, la seule façon, c'est de les confronter à niveau ultranational, ça veut dire au-delà de international européen, finalement. Merci à vous de nous avoir aidés, en tout cas, à y voir plus clair, à la fois dans ces politiques et puis dans ces problèmes au niveau... Vous l'avez au moins européen sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez en notre compagnie puisque nous recevons notre grand invité dans la seconde partie. C'est juste après le journal télévisé. À tout de suite.